Un prophète, film choc signé Jacques Audiard, qu'on a découvert ou redécouvert ce soir, un film qui nous plonge dans cet univers impitoyable de la prison entre guerre des gangs et caïds tout-puissants et qui interpelle évidemment sur l'ampleur prise aujourd'hui par le narcotrafic. Les chiffres sont absolument vertigineux, on va en parler ce soir. La drogue pèse plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près par an, beaucoup plus même selon certains experts. Et les saisies de cocaïne ont bondi de plus de 130% en seulement une année. Alors peut-on encore stopper et freiner la conquête de ces dealers et de ces gangs ? L'État peut-il encore reprendre la main ? On en parle donc ce soir avec mes invités, notamment Amandine Demore. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire PCF d'Échirolles, près de Grenoble, 33 000 habitants, qui est aujourd'hui gangréné par le trafic de drogue et les règlements de compte entre bandes rivales. On verra comment vous, élu de terrain, maire de la commune, vous arrivez à gérer cette problématique. Christian Sainte est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur national de la police judiciaire. Vous aviez piloté notamment la traque du fugitif Mohamed Amra. Vous avez aussi, avant cela, dirigé la PJ de Marseille pendant plusieurs années. Peut-être d'abord un mot sur ce film qu'on a découvert ensemble. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui encore en prison. Ce sont les caïds, ce sont les détenus qui font la loi. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. Et puis effectivement, on a un microcosme carcéral avec la reconstitution finalement à l'intérieur de ce qui se passe aussi à l'extérieur, donc avec une notoriété pour certains qu'ils souhaitent toujours évidemment consolider et poursuivre parmi leurs codétenus. Au moment de sa sortie, plusieurs directeurs de prison avaient visionné le film et avaient été, c'est vrai, assez stupéfaits par la vraisemblance et la réalité de la fiction. Clotilde Champérache est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste des questions liées à la mafia et les groupes criminels. Et vous êtes autrice notamment de Géopolitique des mafias aux éditions Le Cavalier Bleu, qui est sorti en 2022. Et puis Amine Kessassi est avec nous. Bonsoir Amine. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Militant écologiste, engagé évidemment contre le trafic de drogue à Marseille depuis de nombreuses années. Votre petit frère Mehdi, qui avait 20 ans, vous avez 22 ans, a été assassiné le 13 novembre dernier, ce qui a suscité une grande émotion dans le pays. On en a beaucoup parlé. On vous a entendu aussi. Et les mots qui résonnent toujours dans votre bouche, je les ai réécoutés, je les ai relus en préparant cette émission. Vous dites « Je ne me tairai pas ». C'est les premiers mots que vous avez eus après la mort de votre frère, qui ont beaucoup marqué votre détermination. Elle est aujourd'hui toujours intacte, j'imagine. Bien sûr, elle est aujourd'hui toujours intacte. Et déjà, merci de me donner la parole ici et dans ce plateau. Je ne me tairai pas pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliquées, parce que je pense et je suis certain qu'aujourd'hui, ma parole, que les mots que j'essaie de poser sur ce système qu'est le narcotrafic, sur le poison qui vient empoisonner nos vies, qui vient détruire nos familles dans les quartiers, mais surtout parce que je ne me tairai pas, car à la mort de mon petit frère Mehdi, j'avais déjà perdu un premier frère, Brahim, en 2020, et à la mort de Mehdi, tout de suite, on a voulu expliquer que mon petit frère était impliqué dans les trafics de drogue, que mon petit frère aurait peut-être repris des affaires ou je ne sais quoi, que mon petit frère ne devait pas être à bord d'une voiture sur un rond-point, et ces accusations, on y a pris malheureusement habitude dans nos quartiers. Et le premier réflexe qui a été le mien n'a pas été de pleurer mon frère, mais il a été celui de devoir me justifier, de devoir expliquer, de devoir parler de Mehdi, de devoir dévoiler qui était Mehdi, de devoir dénuder ma famille, non pas par volonté, mais simplement pour qu'on arrête de parler de Mehdi, parce que personne ne connaissait Mehdi. Et j'ai été choqué d'une chose sur des boucles WhatsApp dans lesquelles je suis, des boucles militantes, etc. Les gens appelaient à ne pas s'exprimer, à ne pas me faire part de soutien public, pas en privé. En privé, des gens m'ont écrit et étaient touchés que je perde ce 13 novembre un deuxième frère. Mais les gens appelaient à beaucoup de méfiance, à dire « mais attention, peut-être qu'il est impliqué dans le trafic de drogue ». En fait, c'est cette façon dont on voit les gens des quartiers. On a appris par la suite, on a révélé au grand public que mon petit frère Mehdi préparait le concours de gardien de la paix, qu'il avait vocation à devenir policier, et c'était ce qu'il souhaitait, devenir gardien de la paix. C'est ce qu'il disait, je serai gardien de la paix. Et je pense aujourd'hui effectivement que je ne me tairai pas pour expliquer que Mehdi est un gardien de la paix. Vous avez écrit un livre, Marseille, essuie tes larmes, qui est aux éditions Le Bruit du Monde. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui ? Je me posais la question tout à l'heure en vous regardant quand vous vous êtes installé. Je me disais, vous avez 22 ans, vous n'étiez pas prédestiné à tout ça.
vous vivez avec des agents de sécurité aujourd'hui, avec une pression, avec des menaces. Comment est-ce qu'on vit avec ça quand on a 22 ans ? Déjà, vous me permettez de faire quelque chose, c'est de remercier ces femmes et ces hommes qui, au sein de services de police, s'engagent pour protéger des personnalités. Et je veux vraiment leur dire toute ma reconnaissance. Aujourd'hui, je pense, et beaucoup en me faisant des messages de soutien, en témoignant leur sympathie, leur amitié, leur peine à travers des émissions, des plateaux, des lettres, des tribunes, voulaient me décrire comme étant le nouveau symbole de la lutte contre le narcotrafic en France. Vous voulez dire que le combat de ma vie serait la lutte contre le narcotrafic. Et je pense aujourd'hui que le combat de ma vie, ça n'est pas le narcotrafic, mais c'est de lutter, de m'acharner contre la culpabilité que je ressens dans l'assassinat de mon petit frère Mehdi. Vous en avez toujours de la culpabilité ? Bien sûr que j'en ai toujours. L'année a peut-être changé, on a peut-être changé les numéros que composait l'année 2025, mais la douleur reste la même. Enfin, le 1er janvier 2026, je ne me suis pas réveillé en me disant bon, c'est derrière moi, je passe à autre chose. Et donc bien sûr que cette culpabilité va être l'ennemi de ma vie, parce que pour plusieurs raisons, et j'ai d'ailleurs pu m'exprimer là-dessus. Et je pense que c'est effectivement le plus gros combat que je vais devoir mener dans ma vie. Vous êtes tout de même un symbole aujourd'hui, de fait, et c'est aussi pour ça que vous prenez la parole pour dénoncer. L'enquête sur l'assassinat de votre frère, on en a parlé dans la presse et les médias, pointe vers un détenu de la DZ Mafia, qui est aussi en prison dans l'enquête sur la mort de votre premier frère. Je pense que ça sera aux personnes qui mènent ces investigations de nous expliquer ce qu'il s'est passé, qui en est à la tête, pourquoi cette personne n'était pas dans une prison de haute sécurité, etc. Et d'arrêter tout le maillon de cette chaîne, parce qu'une personne seule en prison ne peut pas agir. Peut-être un mot là-dessus, sur ce qui vient d'être dit, et sur ce film. 15 ans après ce film, on a d'abord le sentiment qu'aujourd'hui, la réalité dépasse un petit peu la fiction, quand on entend le témoignage qui vient d'être énoncé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, vous qui connaissez bien le sujet, que c'est encore pire que ce qu'on voit dans le film, que les narcos ont vraiment le pouvoir en prison, et qu'ils arrivent encore, au fond, à organiser, à diriger leur business depuis leur cellule ? En fait, je répondrai un peu comme Christian Sainte, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, cette fonction d'incubateur criminel des prisons. En plus, on a une problématique qui est liée à la surpopulation carcérale, qui fait que les gardiens de prison sont dans des situations aussi extrêmement complexes. Eux sont confrontés au quotidien aux mêmes prisonniers. Donc, c'est pas nouveau, mais la puissance de l'argent, qui aujourd'hui existe aussi en prison, pour acheter un gardien, pour influencer un directeur, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas dans ces proportions-là il y a 15 ans, peut-être. J'aurais tendance à dire que si. Alors, pas forcément sur notre territoire directement, mais puisque au départ, je suis spécialiste des mafias italiennes. La première fois que le terme de mafieux apparaît en Italie, c'est une pièce de théâtre, en 1863, qui s'appelle Les mafieux de la Vicaria. Et la Vicaria, c'est une prison de Palerme. Et qu'est-ce qu'on y décrit ? On y décrit des prisonniers qui, au sein de la prison, ont le pouvoir. Et ils rackettent les autres prisonniers, ils sont proches des gardiens, ils ont tout un régime de faveur. Donc ça, c'est pas nouveau qu'il y ait ces rapports qui s'instaurent. Alors effectivement, avec de l'argent, on peut corrompre encore plus, mais c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a ces possibilités de poursuivre une carrière criminelle au sein de la prison. Mais dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui, les dizaines de smartphones qu'on trouve à chaque fois qu'on opère des fouilles, les mini-drones qui arrivent maintenant avec un opérateur de 15 ans à aller livrer quelqu'un dans sa cellule. La technologie permet aussi d'avoir ce genre d'appareil. Les drones, c'est nouveau. Les téléphones portables qui font la taille d'un briquet, c'est très facile à dissimuler. Donc il y a plein d'avancées qui profitent aussi aux criminels. Christian Sainte, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a découvert au moment de l'évasion de Mohamed Amra, 14 mai 2024, qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires, 9 mois de cavale, personne n'avait rien vu venir. Alors effectivement, c'est un élément majeur, c'est le numérique, l'espace numérique a envahi la détention, et le banditisme, la criminalité organisée, c'est utiliser, et de manière très performante, les outils numériques qui sont du dernier cri, j'ai envie de dire, et qui sont très à la pointe, qui leur permettent de communiquer, de recruter. Et c'est un marqueur qui est très fort par rapport justement à l'influence que peuvent espérer conserver des malfaiteurs
des criminels qui sont incarcérés et qui continuent de diriger en quelque sorte leurs équipes depuis l'intérieur de la détention. Voilà. Et ça, c'est un élément qui est un phénomène très accélérateur, si vous voulez, et qu'on constate parce que, vous le savez bien, quand des opérations de fouille de prison ont lieu, ce sont des centaines de téléphones, dizaines, des centaines de téléphones qui réapparaissent et qui sont saisis par l'administration pénitentiaire. Je parlais tout à l'heure du pouvoir de l'argent, de la corruption qui existe aussi, c'est une réalité, on le voit dans le film, et des menaces. L'an dernier, un contrat de 120 000 € avait été mis sur la tête d'un chef de détention des Baumettes à Marseille, avec son adresse. Il a dû être exfiltré de son poste. Il y a un mois, c'est à Chambéry que le directeur adjoint de la prison a été insulté et menacé par 2 hommes cagoulés. Vous, Amandine Demore, vous êtes élu, vous n'êtes pas directeur de prison, mais vous êtes au contact de ces gens-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être menacé ? D'être intimidé. Intimidé à plusieurs reprises par le narcotrafic, notamment quand j'ai eu à fermer un immeuble en plein cœur du centre-ville d'Échirolles qui avait été entièrement dégradé par le narcotrafic. Mais j'en discutais avec M. Kessassi tout à l'heure. Les mots qu'il a prononcés à la mort de son frère résonnent encore en moi et nous donnent de la force. Il ne se taira pas, on ne se taira pas. Ils ne me feront pas peur. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est un choix que vous avez fait qui a beaucoup fait parler de la politique de la ville. Vous allez le raconter en quelques mots. Un immeuble était squatté par des dealers, c'était un point de deal assez important dans lequel il y avait des problèmes de violence et des fusillades. Les habitants étaient contrôlés, voilà, ceux qui rentraient, ceux qui sortaient, les biens publics étaient dégradés et vous avez décidé d'évacuer les habitants et de les reloger ailleurs. Ce qui d'ailleurs, au fond, a été perçu dans les médias et par certains commentateurs politiques comme une espèce de désaveu, d'échec de la politique face à la puissance des dealers. Moi, je ne l'ai pas vécu comme un échec, hein. J'ai pris soin des locataires de cet immeuble qui vivaient un enfer tous les jours. On avait quand même eu des tirs un petit matin, 8h30, en plein cœur du centre-ville. On a un des locataires qui s'était défenestré pour fuir des dealers. On avait un immeuble qui était entièrement dégradé, qui était sale. L'entièreté des tableaux électriques était cassée. Un danger de mort m'avait été signifié par des experts. Moi, je me devais de prendre soin de ces locataires et je ne l'ai pas du tout vécu comme un échec, bien au contraire. Parce que là, on a éteint un point de deal qui rapportait entre 10 et 15 000 € par jour. 10 et 15 000 € par jour. C'est le procureur de la République qui nous avait dit donner ce montant-là pour ce point de deal, oui. Donc ça les a mis un petit peu en colère, forcément. Et aujourd'hui alors l'immeuble est cet toujours... immeuble, qu'est-il devenu ? Il est toujours fermé. Les propriétaires ont réalisé une partie des travaux de remise en sécurité de l'immeuble. Oui. Les raisons pour lesquelles j'avais pu le fermer, parce que je n'ai pas de pouvoir sur le narcotrafic. Et voilà, ils demandent aujourd'hui, ils vont demander la réouverture de l'immeuble. Moi, je reste très inquiète, eux aussi, sur les questions de sécurité et de risque du retour du narcotrafic dans cet immeuble. Un chiffre, justement, pour illustrer ce que vous dites, Madame la maire, 367 assassinats et tentatives d'assassinats liés au trafic de stupéfiants, selon les sources du ministère de l'Intérieur, et on estime que la France compte environ 2700, un peu plus, même 2729 points de deal. Voici le chiffre qui s'affiche, recensé par les forces de sécurité. 8 communes sur 10 à peu près en France. Ça aussi, c'est un sujet. Ces points de deal arrivent, et ces gangs arrivent aussi dans les milieux ruraux. 8 communes sur 10 sont concernées par ce type de criminalité. Pourquoi, vous, dans votre ville, vous avez observé, parce que vous datez cette explosion à peu près à l'été 2024, c'est ça ? L'explosion de la violence liée au groupe narcotrafic ? Pas du trafic de drogue, hein. Il a vraiment explosé sur le territoire de façon très visible après la période de pandémie et de confinement. On a eu une multiplication des points de deal sur le territoire, mais une montée en violence sur l'agglomération grenobloise, oui, qui date de l'été 2024. Il y a eu des sorties de prison, il y a eu des règlements de compte entre bandes rivales, certaines qui voulaient récupérer le point de deal de la ville d'à côté. Voilà, ils ont essayé de régler leurs comptes entre eux, mais le problème, c'est que on a eu des victimes innocentes. Je pense à cette jeune fille de 19 ans qui sortait son chien à 23h, qui s'est pris une balle dans la jambe.
C'est tout ce que le narcotrafic engendre dans les quartiers en termes de violence, de crainte pour les habitants et habitantes qui vivent ça au quotidien. Et vous dites, Amandine Lemort, quelque chose d'absolument terrifiant. Vous dites, le deal aujourd'hui n'est plus du tout sous contrôle. Oui, j'ai l'impression qu'on se bat un peu contre des moulins à vent et que toutes les stratégies là, qui sont mises actuellement en place, le plus gros, on s'en prend aux petites mains du trafic. Je reviens sur les opérations Place Nette, où moi j'avais été par exemple un peu moins critique que d'autres. Elles avaient eu l'avantage de déstabiliser le narcotrafic sur le moment. Mais voilà, quelques secondes après, les choses se réinstallaient très vite. Mais là, on attaque vraiment que les petites mains du trafic. Opération Place Nette sont des opérations qui ont été lancées il y a à peu près 2 ans. Il y a à peu près 2 ans, qui avaient vocation à mettre le paquet sur un point de deal et un territoire. Où les policiers et c'est vrai arrivaient que en nombre. Ce qui a été observé, c'est ce que vous dites, c'est qu'une fois les policiers partis, le deal reprend. Le deal reprend, et le deal reprend sur nos territoires avec beaucoup de violence. Des narcotrafiquants qui veulent quelque part remontrer un petit peu les muscles et des habitants qui n'en pouvaient plus de tout ça. J'évoquais la ruralité, et Chirol, ce n'est pas tout à fait la ruralité, mais c'est quelque chose que vous observez aussi en tant qu'élu de terrain, ces points de deal et ces narcos qui maintenant investissent des petites communes. Je disais 8 communes sur 10 à peu près qui sont concernées en France. Dans les échanges que je peux avoir avec mes collègues maires au niveau national, parce que je me suis investie dans l'association Ville et Banlieue, où j'aborde les questions de sécurité. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de maires en France qui sont un peu décontenancés par l'arrivée du narcotrafic de points de deal dans des villages, quelque part. Moi, je me dis que le narcotrafic, il est d'une part en train de tisser sa toile de façon très fine sur le territoire national, et puis qu'il s'installe dans des lieux aussi qui se font peut-être aussi moins peur aux clients qu'un quartier populaire. Nous, il s'est installé en centre-ville, il va s'installer à la campagne. Il stocke beaucoup à la campagne, on a pu le découvrir dans beaucoup de reportages aussi. Voilà, il tisse sa toile. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Christian Sainte, le sentiment d'abandon des élus locaux? Alors moi, je répondrais sur 2 plans. Déjà, effectivement, sur les points de deal, on a parfaitement conscience qu'effectivement les opérations Place Nette, c'est pas suffisant. Mais il y a eu quand même des opérations de reconquête, quand même, notamment dans des halls d'immeubles, dans des cités où effectivement ce travail a payé. Mais là, dans la durée. Dans la durée. Par contre, et le recensement des points de deal, il est fait quasiment de minute en minute. Et ce travail-là, il perdure depuis des mois, depuis plusieurs années, vous l'avez indiqué. Et c'est un travail qui est important parce que c'est une occupation territoriale qu'il faut avoir. Et c'est une guerre territoriale, c'est ce que vous décrivez. Bon. Par contre, là où effectivement je ne peux pas, je dois compléter peut-être votre vision des choses, c'est qu'on ne s'intéresse pas qu'à ce niveau-là, bien entendu. Et les démantèlements de réseaux, l'action de la police judiciaire et de la justice vise justement à démanteler des réseaux, donc toucher des individus qui effectivement se mettent en retrait, si vous voulez, visiblement des trafics, qui ne sont pas sur la voie publique, qui ne sont pas dans la cage d'escalier, mais qui par contre vont animer les réseaux des petites mains, entre guillemets. Effectivement, ces réseaux-là, nous travaillons dessus et de nombreux individus sont actuellement incarcérés pour ces qualifications-là. Donc, ça n'est pas forcément visible du point de vue, si vous voulez, de l'élu, mais quand vous avez démantelé un réseau qui est assez puissant dans une cité, assez naturellement, vous avez une phase de latence où effectivement les choses redeviennent assez calmes, et assez naturellement aussi, derrière, un autre réseau essaie de reprendre la main là où effectivement l'espace peut être gagné, en tout cas du point de vue de ce réseau. Alors, il y a un élément qui a vraiment changé la donne en France sur le narcotrafic, c'est la déferlante de la cocaïne. Ça a été beaucoup dit par les pouvoirs publics et les politiques. La cocaïne, 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis 2010, ça représente plus de 244% d'importation et de consommation. La cocaïne qui a même détrôné pour la première fois le cannabis sur le marché de la drogue, avec 3,1 milliards d'euros contre 2,7 milliards pour le cannabis. Voilà, ce sont de grandes données, mais elles ont leur importance, elles montrent bien l'argent que tout cela génère. Des trafiquants du haut du spectre, Clotilde Champérache, qui sont généralement basés à l'étranger. C'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'on évoquait tout à l'heure les petites mains. Madame la maire disait, au fond, aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'aux petites mains, ceux qui sont sur le terrain et qui tiennent ces points de deal. Christian Sainte disait, c'est pas tout à fait le cas. Le haut du spectre, ceux qui dirigent, on dit souvent qu'ils sont à l'étranger, c'est le cas? Oui et non. Enfin, il y a plusieurs configurations. Alors c'est vrai que la police judiciaire traque aussi les autres, enfin les commanditaires,
pas seulement ceux qu'on peut interpeller effectivement sur la voie publique, ce qui demande beaucoup plus de temps, ce qui est moins médiatique que l'opération XXL qu'on va relayer et qui va faire un effet de communication. Donc il y a un travail de fond qui prend beaucoup plus de temps, qui est moins valorisable. Il y a un souci aussi au niveau de la police judiciaire qui a énormément de mal à recruter parce que justement ce ne sont pas forcément des carrières valorisées. Ce n'est pas le cas des dealers qui recrutent très facilement. Vous dites d'ailleurs, ils utilisent même les méthodes du terrorisme en recrutant des jeunes, par exemple, sur les réseaux sociaux, payés Il y a un embrigadement, lance-pierre. Qui se fait. Alors, et justement, ça pose aussi la question du positionnement que la société va adopter par rapport à ces petites mains, surtout quand il s'agit de mineurs. On est parti très vite sur la dimension, il faut supprimer l'excuse de minorité, alors qu'il y a quand même une dimension de criminalité forcée. Et là, on rentre dans la traite des êtres humains. Quand on recrute des mineurs en leur racontant n'importe quoi et en jouant sur le fait que quand on est jeune, on a une perception du danger, des risques et des conséquences des actes qui sont plus faibles que pour un adulte qui a eu le temps de maturer une expérience. Ça, il faut aussi en tenir compte. Et c'est un processus qui n'est pas que français. C'est-à-dire qu'à l'échelle européenne, on a les mêmes problèmes de mineurs qui sont engagés et qui sont engagés en bout de chaîne. Donc c'est vraiment des petites mains aussi en termes de raisonnement, en termes d'acteurs. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas affiliés à une organisation criminelle. C'est un peu comme de la chair à canon pour ces organisations criminelles qui sont prêtes à sacrifier ces franges, ces gamins ou ces jeunes gens qui participent au trafic sans rien savoir véritablement sur le fonctionnement du trafic. Mais vous faites le distinguo avec la mafia italienne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Il n'y a pas de chef unique, il n'y a pas de fonctionnement hiérarchisé comme ça se passe dans la mafia. Vous dites dans la mafia, au fond, il y a une affiliation, on ne peut pas se déclarer mafieux, on est choisi par l'organisation criminelle. Là, la DZ Mafia, par exemple, dont on parle beaucoup dans les quartiers nord de Marseille, qui maintenant, dont le pouvoir s'étend ailleurs, même dans d'autres villes de France, on l'a vu encore récemment, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que ce sont les malfrats qui se revendiquent aujourd'hui de la DZ Mafia. C'est un peu l'inverse de la mafia italienne. Oui, alors en fait, il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le trafic de stupes, il n'y a pas une pieuvre. Ça, on en parle tout le temps, on a décapité la pieuvre. Non, il n'y a pas de pieuvre. Il y a plein d'organisations criminelles qui participent à ce narcotrafic et qui sont imbriquées. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de frapper un maillon qui est important du narcotrafic. Pour la cocaïne, c'est clair, la production de la matière base, c'est l'Amérique latine, ces 3 pays, et notamment la Colombie, qui ont les plantations de cocaïne. Et effectivement, ça a explosé. Donc, il y a une offre de produits qui est énorme. Il y a les intermédiaires de gros. C'est ceux-là qu'il faudrait essayer de frapper. Qui ne sont pas forcément dans des organisations criminelles françaises. Et puis, il y a les grossistes qui vont importer pour ensuite distribuer au consommateur final. Donc, il y a toutes ces chaînes-là. Et plus c'est fragmenté, plus c'est compliqué de remonter à des cibles importantes. Mais quand on regarde les importateurs de gros pour la cocaïne, on a quelques gros acteurs comme la mafia calabraise, qui a des représentants sur le territoire français, mais qu'on ne va pas prendre sur le territoire français si on s'occupe aux stupes, parce que paradoxalement, ils intermédient des transactions, ils ne touchent pas à la marchandise. Donc ils ne vont pas vendre au consommateur final de la cocaïne. Et puis les clans albanais, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette dimension de montée en puissance. Les clans albanais, au départ, ont travaillé avec la mafia calabraise dans ce trafic de cocaïne. Ils ont appris aux côtés des Calabrais, ils sont montés en puissance, ils se sont autonomisés. Et ça, c'est un processus qui peut toucher notre territoire. À force de travailler ensemble, les petites organisations criminelles, les réseaux criminels pas encore bien structurés, peuvent apprendre. Il y a aussi une dimension d'émulation dans le crime et qui rejoint la question des séries, des films. Quand on valorise une certaine image criminelle, et les mafias sont quand même l'exemple même de la réussite criminelle, il y a cette volonté de monter en puissance. Et que la DZ Mafia ait choisi ce terme alors qu'elle n'est pas une mafia, c'est aussi cette volonté d'affirmer une forme de puissance. Et après, on va se revendiquer parce que aussi on a un discours politique qui va nommer la DZ Mafia sans nommer les autres organisations criminelles qui sont aussi présentes sur notre territoire. Le pouvoir de l'argent que génèrent ces trafics. Moi, j'ai été stupéfait de voir combien peut rapporter un point de deal, 90 000 € par jour. 90 000 € par jour. Ça veut dire que si on ramène ça à quelqu'un qui vient acheter pour 50 € de drogue, ça fait plus de 1000 clients par jour qui se présentent sur le point de deal. Marseille
des points de deal peuvent rapporter 1,5 million par jour. Après, je pense que sur la question des chiffres, la police fait un travail assez conséquent là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi qu'on comprenne que les trafiquants de drogue ne font pas une déclaration à l'URSSAF à la fin de la journée en disant voilà ce qu'on a imagine. Donc c'est des chiffres qui sont très approximatifs. Lorsqu'on explique qu'un jeune dealer peut gagner jusqu'à 30 000 euros par mois, désolé de déconstruire ce fantasme, mais personne dans les quartiers, en tout cas pas les petits dealers qui sont au pied d'immeuble, ne gagne 30 000 euros par mois, si ce n'est qu'ils gagnent moins qu'un SMIC, puisqu'on parle beaucoup de l'attractivité économique. Je pense aujourd'hui il y a un enjeu de sécurité nationale, il y a une question de civilisation. Et je pense que la question du narcotrafic, c'est une question de civilisation. C'est-à-dire, est-ce que l'argent vaut plus que les vies humaines qu'on est en train de sacrifier dans les quartiers ? Est-ce que l'argent vaut plus que la vie des habitants qui sont emprisonnés par ces réseaux, qui vivent sous la contrainte, qui vivent sous la menace, sous la peur de ces gens qui, parce qu'ils ont osé sortir leur chien à 23h du soir, se prennent une balle de ce jeune Mehdi, 20 ans, qui, parce qu'il était coupable d'avoir été le petit frère de quelqu'un qui a parlé, s'est fait assassiner. Et je pense que là est la nature du débat. De comprendre quelle force a le narcotrafic aujourd'hui, c'est la nature du débat. Lorsque la Cour des comptes publie une alerte, un rapport en expliquant « attention, les élections municipales approchent », le taux de danger de corrompre des candidats aux élections municipales par le narcotrafic est énorme. Lorsque 2 jeunes filles ont été arrêtées au tribunal judiciaire de Marseille, une qui avait 24 ans, qui a touché de l'argent en échange d'informations sur l'organisation des aides mafias, une autre jeune fille qui avait 26 ans, qui, parce qu'elle sortait avec un narcotrafiquant, lui a donné des éléments. Là est la nature du débat, de savoir à quel point cette pieuvre, ce réseau, ce trafic, cette mafia, on peut l'appeler comme on veut, a pris une force centrale dans ce pays et surtout une force majeure. Je vous donne la parole, Clotilde Champérage, dans quelques secondes. Christian Sainte, sur la réponse. La vraie nouveauté, c'est la loi narcotrafic de juin 2025 et la création de ce fameux nouveau parquet national contre la criminalité organisée, le PNACO. Qu'est-ce que ça change concrètement, Christian Sainte ? Je pense que cette loi, elle mérite déjà, par son titre, déjà sortir du piège du narcotrafic, de poser le vrai sujet, quoi. Parce que jusqu'à présent, on parlait de trafic de stupéfiants, ça rentrait dans le cadre d'infractions générales. Donc là, pour le coup, je pense qu'on a bien stigmatisé, on a bien caractérisé un enjeu de société, d'ailleurs, qui justifie d'ailleurs pleinement les mesures qui ont été votées par les parlementaires. Bon. Ceci étant posé, je pense que cette loi, elle mérite d'amener des grands principes de décloisonnement, déjà, des acteurs, de coordonner mieux l'action. Alors vous évoquez le parquet national contre le narcotrafic, de lutte contre la criminalité organisée. C'est vrai aussi en ce qui concerne la DNPJ, qui est chargée aussi d'animer un chef de fila, comme on dit, en prenant comme modèle, vous en souvenez, la DGSI, qui a été portée comme responsable, en responsabilité de la coordination de la lutte contre le terrorisme. Quelques mots, il y a eu des avancées. C'est simplement pour donner le cadre aux gens qui nous écoutent, c'est 30 personnes, 16 magistrats, le tout dirigé par la procureure Vanessa Perret, le PNACO, qui a récupéré 170 affaires, dont beaucoup sont liées justement à la DZ Mafia. Voilà pour le contexte général. Je pense que l'intérêt à ce stade, c'est d'être capable de cibler les dossiers, donc les individus, pour parler clair, les cibles, on a parlé de cibles importantes du haut du spectre, qui méritent d'être travaillées au niveau du PNACO, du Parquet National Crimorgue. Et là, la contribution de la police, des services de police et de gendarmerie, des services enquêteurs ou de services de renseignement doit permettre de taper et de judiciariser les réseaux qui sont les plus actifs, les plus dangereux, les plus nocifs pour notre pays d'ailleurs, parce que je rejoins parfaitement l'analyse qui a été faite à l'instant. Avec aussi l'idée, comme disait Jules Fashcon, suivre l'argent. Voilà. Alors, Gérald Darmanin disait sur France 2 il y a quelques jours, on a déjà pu récupérer 80 biens immobiliers, notamment à Dubaï. Alors vous mettez le doigt sur 2 aspects d'un même sujet, et ça a été abordé tout à l'heure, c'est cette dimension internationale. Quand vous expliquez que le trafic a explosé, c'est aussi parce que la matière première, les livraisons de cocaïne ont été multipliées, ont été mises sur le marché. Et on a le même sujet d'ailleurs, entre nous soit dit, avec des produits de synthèse qui aujourd'hui commencent à envahir petit à petit aussi nos points de revente. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'international, la coopération internationale, elle est essentielle pour réussir quelque chose. À la fois pour remonter les réseaux de ceux qui fournissent, mais également pour aller traquer les biens ou les individus qui ont réinvesti et qui blanchissent ailleurs. Et ça fait tout à fait référence à l'épisode que vous évoquez, notamment dans les confiscations de biens qui sont en fait finalement des investissements criminels et qui sont opérés à quelques milliers de kilomètres de nos terres. Voilà. Clotilde Champérage.
Moi, c'est pour revenir, la qualification des organisations criminelles, moi, ça me paraît très important parce que la puissance n'est pas la même. Les outils de lutte ne vont pas être les mêmes, et ça rejoint les questions de prison de haute sécurité, par exemple, et de caractérisation de ce que c'est qu'une association criminelle par rapport à d'autres formes de réseaux criminels. Et les méthodes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les narcos ne travaillent pas comme les mafias italiennes. Et justement, il y a des dangers qu'on risque de ne pas voir si on mélange un peu tous les termes. Et vous avez cité le juge Falcone, qui pour moi reste une référence absolue. Il s'est battu pour le délit d'association mafieuse en Italie, en plus de l'association de malfaiteurs, en plus de la bande armée. C'est-à-dire que pour lui, il y a une gradation et la mafia, c'était encore une fois ce modèle particulier à abattre. Les méthodes mafieuses, elles ont rationalisé l'usage de la violence. Donc c'est encore plus invisible comme processus, mais ça ronge l'état de droit, ça s'empare d'un territoire. Et l'intérêt de Marseille dans la lutte contre le narcotrafic, c'est l'évidence de la violence qui oblige l'État à réagir. Mais ça ne doit pas faire passer sous silence le reste du territoire où la violence est moins marquée, moins ostensible, mais où l'emprise criminelle se fait. Et justement, les campagnes qui sont gangrénées, c'est une vraie problématique qui ne s'accompagne pas forcément de tous ces règlements de compte et des caméras braquées sur ces territoires-là. Un élément que change le cadre de la loi, ce sont aussi les nouveaux pouvoirs donnés au préfet, la possible fermeture, par exemple, des commerces en cas de blanchiment. Oui. C'est une bonne mesure, selon vous ? Ça, c'est une bonne mesure qui va nous permettre quand même d'avancer parce que les élus locaux ont tous identifié des commerces avec un risque potentiel de blanchiment d'argent. C'est pas à nous de le dire. Mais ça peut nous aider concrètement sur le territoire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait sur la commune avec l'aide de la préfète de l'Isère. Ça permet aussi d'avancer sur les interdictions de paraître sur les territoires, sur les communes. Les interdictions de paraître, là aussi, le mot est un peu barbare, mais ça veut dire l'interdiction d'aller dans un périmètre donné, et notamment sur un point de deal. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on est extérieur au sujet, c'est mon cas, a priori, on se dit dérisoire, interdire à quelqu'un d'aller sur un point de deal. Ben, ça nous aide. Quand on a la force, ça nous aide concrètement. Quand on a la force d'être dans un réseau de narcotrafiquants, est-ce que vraiment on a peur parce qu'on peut être arrêté d'être présent sur un point de deal ? Ça nous aide. On en est au deuxième GLTD, groupement local de traitement de la délinquance qu'on mène. Donc ça fonctionne aussi ? Ça fonctionne aussi. Ça nous a permis d'éteindre un point de deal sur la commune des Chirolles. Un petit point de deal qui était assez dans un quartier très cloisonné. Là, on en a lancé un nouveau. Les interdictions de paraître, c'est des mesures supplémentaires. Tout est outil supplémentaire. Il n'y a rien de miraculeux, mais la somme de ces petits outils, comme les caméras, on pourrait en parler des caméras. Les caméras, il n'y a rien de magique, mais ça aide à lutter contre le trafic, ça aide au travail d'enquête de la police, beaucoup. Et c'est tous ces petits points supplémentaires qui aujourd'hui nous aident. Donc oui, il y a quand même de bonnes avancées. Moi, ce que je demande, c'est des moyens supplémentaires. Des moyens supplémentaires pour le service public, pour la police nationale, notamment. Puisque sur l'agglomération grenobloise, c'est pas moi qui le dis, c'est des syndicats de police, il nous manquerait 110 policiers pour être juste dans la moyenne nationale, alors que l'agglomération grenobloise a quand même fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, notamment sur le narcotrafic. On a besoin de retrouver une police de proximité aujourd'hui et de sortir de la logique de police d'intervention. Je pense que ça apaiserait quand même beaucoup nos quartiers. Sur la question de la répression, moi je pense aujourd'hui que la guerre qui doit être menée, elle doit se faire à la bonne échelle. Et la bonne échelle, j'ai longtemps exprimé ma compassion pour les policiers qu'on envoyait dans ces opérations place nette qui venaient avec très peu de moyens. On leur demandait de faire du bruit, de crier, de faire peur à un peu tout le monde, de verbaliser les voitures qui étaient garées là depuis des semaines, de verbaliser les personnes qui avaient des pneus lisses et de rentrer. Et finalement, les personnes que ces policiers avaient arrêtées se retrouvaient le lendemain matin sur ces points de deal. Donc les policiers eux-mêmes expliquaient finalement leur colère. Mais on les a arrêtés hier, ils sont tout de suite libérés, ne nous envoyez plus. Et donc je pense que la guerre, elle doit être menée face aux véritables auteurs, qui sont celles et ceux qui vivent très bien de l'argent de la drogue, à Dubaï, en Thaïlande. C'est pour ça que je proposais d'ailleurs que l'Europe, et ça doit être une réponse européenne, conditionne tous les fonds européens qu'on donne à ces pays, qu'on donne aux pays étrangers, conditionne tous les contrats économiques qu'on passe avec ces pays
à de la coopération internationale et le fait de nous livrer ces têtes de réseau qui sont à Dubaï et en Thaïlande, mais surtout de comprendre que cette question, elle mérite l'approche globale, et la répression, c'est ça finalement, c'est cette approche globale, le retour de la police de proximité, un véritable équipement de surveillance qui permet d'élucider les affaires, qui permet, là où il y a besoin de preuves et d'éléments, d'apporter des choses concrètes, mais surtout de savoir comment on va véritablement étouffer ce narcotrafic avec le retour de perspectives économiques dans les quartiers pour permettre aux jeunes de trouver de l'emploi, de la formation, avec des écoles dignes partout pour tous, avec des transports en commun, avec une chose simple. Moi, ce que je prône, c'est que dans les cités, il n'y ait plus les conteneurs poubelles qu'on peut tirer et qu'on peut brûler parce qu'ils permettent de faire les barrages, ils permettent au point de deal d'avoir l'équipement qui leur est fourni par la République. Et je propose que dans toutes les cités de France, et ça doit d'ailleurs être des propositions que les maires portent à ces élections municipales, de dire on va installer des poubelles fixes partout. Partout, il y aura des poubelles fixes pour que les dealers n'aient plus le matériel qui leur est fourni par la République, par les institutions et par les bailleurs sociaux. Mais enfin voilà, cette question, elle mérite vraiment l'approche la bon plus sens, globale. au fond. Et une réponse de bon sens sur le respect envers les familles de victimes qui ont déjà tant perdu. Peut-être un dernier mot, merci pour ce message, mais peut-être un dernier mot sur on l'a évoqué en filigrane tout au long de cette discussion sur le consommateur. On avait été frappé par cette phrase, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui avait dit, un peu dans la même veine que le président Macron, celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, il a le goût du sang séché sur les trottoirs. Vous êtes d'accord, Christian Sainte ? Je pense qu'en fait... Il faut pénaliser le client, il faut responsabiliser le client, quel qu'il soit. Moi, je ne me mettrai pas sur ce terrain-là. Je dirais simplement que, il faut que les consommateurs sachent qu'avant que la cam arrive entre leurs mains ou ailleurs, il y a eu des morts, il y a eu de l'exploitation, il y a eu des gens qui ont été maltraités et du recrutement massif qui a été fait, y compris de mineurs, de jeunes, comme ça a été évoqué. Et je pense que le message qui est porté par les politiques sur ce sujet-là, par nos autorités politiques, vise aussi à faire passer cette image-là qui facilement est ignorée. Celui qui va consommer son rail de coke le soir se pose pas nécessairement la question de savoir comment c'est arrivé, par quel cheminement et comment on en arrive à avoir autant de facilité. Moi, la deuxième chose peut-être aussi, c'est qu'un des aspects, puisque ça a été évoqué tout à l'heure avec cette loi, c'est que c'est l'accumulation des moyens qui permet d'être plus efficace. Donc c'est l'articulation de l'activité, de l'action judiciaire, mais également de l'action administrative, c'est ce que vous avez évoqué. Mais on travaille, nous, sur les vitrines numériques aussi, sur les vitrines stupéfiantes, les mises en ligne de produits, les recrutements des jeunes. Donc ces sujets-là, on ferme des sites qui mettent en vente des produits, et c'est fermé de manière des retraits qui sont faits de façon administrative, en vertu de la loi, justement. Donc aussi, si on arrive un peu à enrayer, je dirais, la capacité de l'offre, on diminue quand même l'accès. Voilà, c'est un petit peu ça, on complique l'accès à la cam. Voilà. Un dernier mot, Amandine Demort, les municipales sont dans quelques semaines maintenant. Oui. C'est vraiment l'un des axes majeurs à Échirolles, mais dans les communes de France, la lutte contre le narcotrafic. La question de la sécurité, c'est une des préoccupations premières des Français et des Françaises avec les questions de santé. Aujourd'hui, c'est un des marqueurs forts. En tout cas, moi, sur mon territoire, j'avance en pensant toujours aux habitants et habitantes. Je les vois devant moi, ils sont à côté de moi. Je pense à tous ceux qui subissent la violence du narcotrafic. Et bien sûr que c'est un sujet sur lequel je souhaite continuer de travailler et qui va forcément faire résonance pendant les municipales. Et je voulais quand même dire un dernier mot sur ce que disait M. Kessassi tout à l'heure et sur le fait que le narcotrafic a tout intérêt aujourd'hui à s'intéresser à ces élections municipales. Parce que qui installe les caméras dans les rues, c'est le maire, la maire qui fait ça. Qui est actif dans le continuum de sécurité ou non, c'est le maire ou la maire. Ils ont tout intérêt. Déjà en 2020, on avait vu quelques signaux faibles. Moi, je m'inquiète beaucoup des élections de 2026 et j'espère qu'une attention particulière sera portée là-dessus. Bien, merci pour ce message de vigilance. Merci à tous les quatre. Merci Clotilde Champérat. Je rappelle votre livre « Géopolitique des mafias » aux éditions Le Cavalier Bleu qui est sorti en 2022. Et puis votre livre, Amine Kessassi, merci infiniment d'avoir accepté de partager votre combat, votre colère et votre émotion aussi pour parler de ce sujet. Votre livre « Marseille essuie tes larmes » aux éditions Le Bruit du Monde. Merci à vous de votre fidélité. Merci de nous suivre toujours plus nombreux pour ces grands débats, cette grande séance, un film et
un plateau de discussion. On se retrouve très vite pour une nouvelle soirée.